Voici la suite de ma lecture de Saint-Denis Garneau. Je vous rappelle que je suis toujours dans le fameux recueil de Saint-Denis Garneau, là, les poésies de Saint-Denis Garneau, Regard et jeu dans l'espace suivi des solitudes. Et aujourd'hui, je vais vous lire Esquisse en plein air, qui est la partie 3 du recueil. Esquisse en plein air, évidemment, ça fait rapport au dessin, à l'aquarelle. Il s'agit ici d'un poète québécois qui partage avec vous son paysage intérieur. Quand Saint-Denis Garneau décrit les arbres, les cours d'eau, les paysages de la vallée de la Jacques-Cartier, en fait, il explore avec vous de façon très intime son univers extérieur, oui, mais son univers intérieur, son âme. Il déploie devant vous les moindres recoins de son jardin secret, de son jardin intérieur. Elle exprime très bien ce que pense le poète. Il y a une certaine sensualité, mais c'est plutôt une sensibilité. Parce que dans Esquisse en plein air, ce que Saint-Denis Garneau recherche, ce n'est pas de vous décrire la faune, la flore de la vallée. Eh bien, sa flore intérieure, son paysage intérieur, les inflexions de son âme, et les caractéristiques de son âme à partir du paysage extérieur qu'il voit. Esquisse en plein air et à cœur ouvert. D'ailleurs, il le dit, hein, dormir à cœur ouvert. Donc, ce sont aussi des rêves que Saint-Denis Garneau fait à travers son observation de l'environnement extérieur. Il y a une immense recherche de pureté et de proximité là-dedans. Il y a une immense recherche de contact avec tout son environnement, extérieur et intérieur. Donc, il y a chez Saint-Denis Garneau tout ça. Saint-Denis Garneau, avec ses descriptions de la vallée de la Jacques-Cartier, des arbres et tout ça, c'est un poète québécois qui nous parle de notre intimité profonde. Et il était à une époque où le Québec était assez torturé au niveau sexuel, au niveau de l'expression de la sensualité, de la sexualité, par un courant janséniste à travers le catholicisme. Beaucoup des messieurs de Saint-Sulpice avaient été éduqués par des lectures qui viennent du courant janséniste. On sait que dans l'histoire du Québec, les messieurs de Saint-Sulpice ne mettaient pas, évidemment il y a longtemps de ça, ne mettaient pas leur chemise dans leurs pantalons avec leurs doigts, de peur de toucher à leurs organes sexuels. Ils prenaient une petite baguette de bois et ils inséraient comme ça, tout autour d'eux, leur chemise dans leurs pantalons. On était très loin du corps. Ce qui était du domaine du corps était mal. Puis d'ailleurs, Saint-Denis Garneau, il va le dire dans plusieurs poèmes, qu'en tant qu'homme, il est un peu torturé par la chair. Et il se voit comme un pécheur. C'était comme ça que les gens voyaient toute la sexualité, tout ça. Mais en même temps, il développe une pureté intérieure, qui n'a rien à voir avec la sexualité ou la sensualité, mais une pureté intérieure, une démarche d'être capable de se décrire intérieurement à travers la faune et la flore de la vallée de Jacques-Cartier, une recherche de la transparence. Et quand on lit les esquisses de Saint-Denis Garneau, on assiste à quelque chose de transcendant, puisque on assiste à quelqu'un qui va vous parler des arbres, des ruisseaux, des rivières, du vent, de l'air ou autre, du soleil, des rayons.
et qui vous parle toujours de lui-même, dans une intimité profonde avec vous. Et c'est ce qu'ils font des esquisses en plein air de Saint-Denis Garneau, une section de son recueil de poèmes qui équivaut à un livre de chevet. Alors, je vais vous lire chacun des poèmes à ma façon. Vous savez que, bon, moi, je suis un Québécois, 56 ans, j'ai eu 2 enfants, je suis conseiller en droit, je suis un citoyen ordinaire, je suis pas un comédien. Mais, je vais aussi vous parler de chaque poème. Alors, Esquisse en plein air. Un tout petit poème exquis. La voix des feuilles, une chanson. Plus clair, un froissement. Les robes plus claires, aux plus transparentes couleurs. Alors là, il y a une relation avec la beauté de la femme, à travers ça, évidemment. Hein, la voix des feuilles. Ces visiteuses qui viennent voir le poète, il fait beaucoup de narration sur les gens qui viennent le visiter. Il en parle dans ses lettres d'ailleurs aussi. Quelqu'un qui souffre de solitude. Et dans le tremblement des feuilles dans le vent, il parle aussi de la voix des feuilles. Et il parle aussi de son univers intérieur avec ses arbres, dont les racines plongent au plus profond de son être. Alors, la voix des feuilles, une chanson, la beauté des femmes, hein, c'est comme la beauté de la musique. C'est quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'épanouissant. Plus clair, un froissement, comme lorsque l'on passe à côté d'une dame et que l'on froisse un peu son jupon, sa robe. Il y a quelque chose de sensuel, mais de tout à fait léger. Rien de provoquant, rien de... un froissement. De robes plus claires aux plus transparentes couleurs. Évidemment, les transparentes couleurs sont peut-être souhaitables, quand on contemple les robes plus claires. Et ses cousines, les visiteuses, il y en avait évidemment beaucoup plus l'été dans la vallée de Jacques-Cartier au manoir que l'hiver. D'ailleurs, il y avait des hivers passés en ville aussi. Mais l'été, on la passe à la campagne. Et les robes des femmes sont plus claires, plus transparentes. Les couleurs pastel s'harmonisent avec l'été. Alors, les robes d'été des femmes transparaissent et viennent rejoindre Saint-Denis Garneau dans son paysage intérieur. C'est comme ça que je le vois. Et en même temps, parce qu'il ne parle pas du tout des femmes là-dedans, il parle de la voix des feuilles des arbres et nous amène dans un monde de transcendance, qui est le monde de son jardin intérieur. Son âme, à Saint-Denis-Garneau, est déployée à travers toute la surface de la vallée de la Jacques-Cartier. C'est extraordinaire. La voix des feuilles, une chanson. Plus clair, un froissement. De robes plus claires aux plus transparentes couleurs. Il y a énormément de bonté, de générosité, et ça parle aussi des arbres, et du froissement des feuilles dans le vent. Ça parle aussi de sa recherche, des robes plus claires aux plus transparentes couleurs, c'est-à-dire sa recherche intérieure d'artiste de nous exprimer à travers la transparence des couleurs l'essentiel de son âme. Et tout ça est harmonieux à ce niveau-là. C'est ce qui fait que ce genre de petit poème-là, c'est un reposoir. On lit ça et on se repose intérieurement. C'est comme de déambuler à travers le paysage de la Jacques-Cartier et de s'arrêter pour contempler la beauté d'une rivière, la beauté des arbres.
Maintenant, l'aquarelle. Et là, ça nous décrit directement l'intention du poète. C'est-à-dire qu'il vous dit, moi, quand je vous parle de mon paysage intérieur, ou quand je vous parle des arbres, des feuilles et tout ça, je le fais à travers mon œil d'artiste. Je le fais à travers l'œil d'un aquarelliste. C'est comme si on va avec un pinceau au plus profond de l'être de Saint-Denis Garneau, et là, les couleurs sont foncées, on les délaye à l'eau, et là, on les rend comme une toile à travers le poème, de plus en plus clair, comme un glacis, comme des couches de transparence, et on fait une espèce de rayon X, j'aime pas le mot rayon X, mais ça dit ce que ça veut dire, de l'âme du poème et de l'âme du poète. Alors, l'aquarelle. Est-il rien de meilleur pour vous chanter les chants? Et vous, les arbres transparents, les feuilles, et pour ne pas cacher la moindre des lumières, que l'aquarelle, cette claire tulle, ce voile clair sur le papier. Que de beauté dans ce poème. Hein, est-il rien de meilleur pour vous chanter les chants? Et c'est dans cette portion du recueil où il nous chante sa grande âme, parcourue de ces arbres aux racines profondes. Et vous, les arbres transparents, à travers le regard de l'aquarelliste et à travers le regard de l'artiste, la transparence des arbres. Et on ne serait pas porté à aborder les arbres sur le plan de la transparence, si ce n'était qu'à travers l'aquarelle. Mais ça veut aussi dire qu'il porte attention beaucoup plus à la cime des arbres, qui est tellement particulière dans la vallée de la Jacques-Cartier, avec des ciels d'un bleu profond, et par contre-plan, à contre-jour, de voir comme ça les cimes des arbres avec leurs feuilles bruissantes dans le vent. Alors, et vous les arbres transparents? Pour les voir transparents, les arbres, il faut d'abord et avant tout porter son regard à travers les branches et les feuilles. Et c'est là que porte son regard Saint-Denis Garneau. Il porte son regard vers le ciel. Il part du paysage intérieur, où c'est un peu plus ombragé, il délaie les couleurs de son âme, et il peint, en écrivant chaque mot, par transparence. Alors il vous le dit, que c'est sa façon de travailler avec lui-même, et de vous décrire le paysage extérieur et intérieur, pour ne pas cacher la moindre des lumières. Et comme c'est une personne qui est souffrante, hein, il souffrait, il avait une problématique de santé mentale, alors de mettre la lumière là-dedans, d'éclairer le fond intérieur du paysage, extraordinaire, et c'est essentiel, c'est un réflexe de survie, que l'aquarelle, cette clartude, se voile clair sur le papier. Et effectivement, chaque mot du poème devient un voile clair sur le papier. Saint-Denis Garneau réussit à coucher les mots, les expressions, les phrases. Ça devient à ce moment-là une aquarelle claire. Clair tulle ce voile clair sur le papier. Je me repose à travers un texte comme ça. Comment ne peut-on pas, nous, puis là je parle des gens qui ont une problématique de santé mentale, se reposer à travers un texte comme ça? Y retrouver matière à rencontrer une certaine paix intérieure. La nature de l'été, celle des arbres avec leurs feuilles, donc les saisons du printemps, de l'automne et de l'été chez Saint-Denis Garneau, est une nature qui suscite en lui plusieurs images, au point tel qu'il appelle cette portion-là du recueil « esquisse en plein air ». C'est pour dire qu'il part avec sa boîte de couleurs et il vous dépeint le paysage. Alors on lit pour une dernière fois « Est-il rien de meilleur pour vous chanter les chants? Et vous les arbres transparents, les feuilles, et pour ne pas cacher
la moindre des lumières, que l'aquarelle, cette clair tulle, se voile clair sur le papier. Ah! C'est magique. Pas pour rien que je considère que ce recueil de poèmes est un livre de chevet pour moi. La lecture à haute voix des poèmes de Saint-Denis Garneau, particulièrement dans cette section-là, c'est presque une pratique de méditation. Or, la flûte, c'est vraiment la flûte qui est à la fois faite de bois. Donc, on est toujours dans le paysage intérieur, mais on réussit à donner à ces arbres-là une âme, une vibration. Et à la fois la flûte qui aussi nous fait penser aux cours d'eau de la vallée de la Jacques-Cartier, les sources, les ruisseaux, les rivières, les lacs. Donc, la flûte, c'est essentiel parce que dans le poème précédent, on nous parle de cette importance de la transparence. Et dans le premier poème, on vous dit une chanson. Donc, la musicalité transite du premier poème à celui des flûtes. Là, on a la possibilité d'exprimer la musique avec une flûte. Et on s'aperçoit qu'à travers cette flûte-là, est particulièrement semblable à un cours d'eau qui traverse tous les paysages, tous les champs, par exemple, et qui amène au paysage la possibilité de respirer. Et la flûte étant l'instrument le plus près du système pulmonaire, la respiration, du souffle même de la vie, la vibration fondamentale qui est le souffle, eh bien, dans ce poème de la flûte, il fait respirer son paysage intérieur. On inspire et on expire dans ce poème-là. On s'oxygène, on fait chanter les paysages intérieurs, particulièrement les chants, et on respire profondément. Donc, on vient se restaurer en s'oxygénant. Écoutez bien la beauté de ce poème. Tous les chants ont soupiré par une flûte. Tous les chants, à perte de vue, ondulés sur les buttes, tendus vers sur la respiration calme des buttes. Toute la respiration des champs a trouvé ce petit ruisseau vert, de son pour sortir à découvert. Cette voix verte, presque marine, et soupirer un son tout frais par une flûte. Incroyable. Encore là, c'est tellement nous autres, la poésie de Saint-Denis Garneau, dans notre âme intérieure, dans notre jardin secret, et dans notre relation à la nature. Alors, si on fait une petite analyse, on parle à la fois d'un flûtiste, d'un musicien. On était dans le poème précédent, on parlait d'un artiste qui était un aquarelliste. Et là, on a un musicien solo, en contact avec la nature, et qui résume par la puissance de son souffle, très intime parce qu'on parle de soupirer, on parle de respiration. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans le rythme inspiration-expiration de la cage thoracique, respiration calme des buttes. Donc c'est quelque chose de très méditatif. Alors, tous les chants ont soupiré par une flûte. Le soupir des chants. Donc c'est le soupir même de la terre qui porte ces herbes des champs. Extraordinaire. Tous les chants ont soupiré par une flûte. Tous les chants à perte de vue, ondulés sur les buttes. Toute la respiration des chants a trouvé ce petit ruisseau vert de son pour sortir à découvert. Cette voix verte, presque marine, et soupirer un son tout frais par une flûte. Incroyable. Alors, on atteint une pureté incommensurable dans ce petit poème-là. Si vous avez besoin de guérir de quelque chose,
qui vous fait mal en dedans, si vous pleurez beaucoup, si vous souffrez intérieurement, cette portion du recueil de Saint-Denis Garneau va agir sur votre âme comme un baume, comme une pommade. Ça va vous régénérer. Faites-en un livre de chevet, lisez ces petits poèmes et laissez-vous, à travers la poésie de Saint-Denis Garneau, la transparence des mots, laissez-vous vous-même respirer calmement, soupirer calmement à travers la respiration de l'artiste. Alors, Saint-Denis Garneau, aquarelliste, maintenant, il est musicien solo. On passe maintenant à la description des arbres. Et là, on arrive au cénacle. On arrive à ce qui est très, très intérieur. Parce que ces arbres qui sont disséminés dans la forêt, chez Saint-Denis Garneau, ils ont des caractéristiques très, 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 très intéressantes. Ici, il va nous parler des saules. Le premier poème qui décrit les arbres en particulier s'adresse aux saules au pluriel. Donc, les saules. Je vous rappelle que le mot saule est un des rares mots, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres, qui viennent des Celtes. C'est un mot celtique, la racine du mot saule. Chez les Celtes, ça voulait dire près de l'eau. Alors, on peut assez bien vous figurer que les saules pleureurs qui penchent leurs branches près de l'eau, dont les racines sont profondément étendues vers les torrents, les cours d'eau, sont donc dans une portion du paysage qui est humidifiée, très intime. On est près de ce que j'appellerais l'humidification de l'âme. L'humidification du paysage intérieur. Et cette espèce de présence du mystère, mystérieuse entre le rivage, la présence profonde des grandes eaux, et celle de la terre. Cette espèce d'embrassement de la zone riveraine et de la zone aquatique. Et on sait que, avec les saules, on est donc dans l'interface de deux mondes, de deux univers qui se côtoient. L'univers aquatique, comme je vous ai dit, et l'univers terrestre. Parce que les saules peuvent contenir dans leurs branches des oiseaux. Et aussi, les racines plongent au plus profond. Alors, et à travers le poème des saules, il parle aussi de sa lassitude, de sa fragilité, de sa peine, du fait qu'il est songeur. Hein, il va dire aux saules, il va dire qu'ils ont la tête penchée. Il va les décrire comme agités au-dessus de l'eau, et c'est ce qu'il faisait beaucoup quand il avait des moments de solitude. Il prenait un canot et allait s'agiter au-dessus de l'eau. Il canotait, il pagayait durant des heures. Dans la vallée de Jacques-Cartier, il allait sur certaines îles. Il observait les arbres, il écrivait sa poésie. Alors, il dit des saules quelque chose qui est très intime sur lui-même. Il dit, la tête penchée pendant qu'il songe. Et Saint-Denis Garneau songe beaucoup. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est la nature de ses songes, de son songe, de ses rêveries. Et il dit qu'il, en parlant des saules, c'est-à-dire une portion de son paysage intérieur, il dit que les saules se plaisent indéfiniment au jeu du soleil dans leur feuillage froid. Indéfiniment. Et les saules sont aussi des initiateurs de la nuit, c'est-à-dire que ces êtres qui sont à l'interface au sol, au courant d'eau, il dit d'eux que la nuit emmêle ses ruissellements dans les saules. Et il y a des ruissellements dans le feuillage, il y a des ruissellements aussi dans le reflet que font les saules dans l'eau. C'est un poème d'une profonde intimité
où il nous décrit une portion très sensible de son âme et de son paysage intérieur, et évidemment la beauté, enivrante des saules de la vallée de la Jacques-Cartier. Alors je vous le lis, tous les poèmes dans cette section-là sont tout petits, mais ils sont d'une grande importance pour comprendre l'âme du Québec. Saules. Les saules au bord de l'onde, la tête penchée. Le vent peigne leurs chevelures longues, les agite au-dessus de l'eau, pendant qu'ils songent et se plaisent indéfiniment. Au jeu du soleil dans leur feuillage froid, ou quand la nuit en mêle ses ruissellements. On lit ce genre de poèmes-là, lisez-les à voix haute, s'il vous plaît. Donnez-vous le luxe de vous lire du Saint-Denis Garneau à voix haute. Seul, ça se lit dans la solitude. Et vous allez voir, on devient intérieurement dilaté. C'est des poèmes qui commandent une certaine respiration, et comme ils ont leur propre musicalité, moi je vous les lis à ma manière, mais tout ça c'est condensé dans des petites phrases, un mot, ça. Alors vous allez voir que dans ces poèmes-là, il y a des mots qui sont des reposoirs, des points d'orgue, d'arrêt. Il n'y a pas de ponctuation, mais on sent à un moment donné la respiration, on sent à un moment donné la musicalité du poème. Et c'est très ondulatoire. C'est merveilleux. Alors, je vous le lis une dernière fois. Écoutez la musicalité de ces poèmes-là. Saules. Les saules au bord de l'onde, la tête penchée, le vent peigne leurs chevelures longues, les agite au-dessus de l'eau, pendant qu'ils songent, et se plaisent indéfiniment au jeu du soleil dans leur feuillage froid, et quand la nuit en mêle ses ruissellements. Ah! Moi, c'est sûr que quand je lis ces textes-là, je suis en pamoison. Comme diraient certains de mes amis, c'est capotant à lire la poésie de Saint-Denis. Parce que ça vient tellement nous chercher. C'est comme si, à un moment donné dans votre vie, vous appreniez à jouer de la harpe et que vous en jouez bien. Quand vous allez les lire vous-même, pour vous-même à vous-même, c'est toute la respiration calme de votre paysage intérieur qui va ressortir à travers le poème de Saint-Denis Garneau. Parce que vous allez avoir une façon unique au monde de le lire. J'ai jamais entendu deux artistes, deux lecteurs de Saint-Denis Garneau, lire ces poèmes de la même manière, parce qu'ils viennent refléter comme des aquarelles l'image renversée dans l'eau, au ciel de l'eau. D'ailleurs, il va en parler dans un autre poème d'une autre section. L'image de votre paysage intérieur. C'est un miroir extraordinaire sur votre intimité profonde, dans lequel vous pouvez extraire des joies profondes. Les ormes maintenant, ces fameux arbres de la famille. Les ormes maintenant, Ulmus, ces fameux arbres qui sont en train de mourir au Québec. Donc des arbres qui sont d'une force herculéenne, de grands arbres déployés, mais qui en même temps, avec la maladie hollandaise, sont de plus en plus rares. Je ne pense pas que dans la vallée de la Jacques-Cartier, au siècle dernier, au moment où ces poèmes-là ont été écrits, il y avait ce sentiment de la fragilité des arbres, hormis la fragilité intérieure que Saint-Denis Garneau ressentait à travers lui-même. Et je pense que, au contraire, les ormes décrivent dans le paysage intérieur de Saint-Denis Garneau une caractéristique qu'il a, c'est qu'il est charitable. C'est un homme d'une grande bonté, d'une grande patience, et qui est capable d'altruisme pour rien, juste comme ça. Tant pour les animaux, les êtres humains, les gens qui l'entourent, les gens qui sont dans son entourage.
Et ça nous décrit aussi un Saint-Denis Garneau qui est plus intérieur, qui ne cause pas beaucoup. Il n'est pas un grand parleur à ces moments où il vit cette intériorité. Mais ça nous permet aussi de comprendre que cette intériorité-là et ces moments de silence peuvent aussi correspondre à des moments de paix intérieure, de calme. Alors, il nous décrit les ormes sous le soleil de midi. Et ça pourrait être assez violent comme image parce que quand même le soleil de midi, ça plombe sur les ormes. Et je vous rappelle que les ormes ont des troncs très texturés, avec des espèces de contreforts racinaires, des formes assez fantasmagoriques. Et lui ne parle pas des écorces des ormes. Il vous parle d'autre chose. Mais toujours dans cette transparence et cette pureté qui caractérise sa vision poétique. Alors allons-y pour les ormes. Les ormes. Dans les champs, calme parasol, svelte dans une tranquille élégance. Les ormes sont seuls ou par petites familles. Les ormes calmes font de l'ombre. Pour les vaches et les chevaux qui les entourent à midi. Ils ne parlent pas. Je ne les ai pas entendus chanter. Ils sont simples. Ils font de l'ombre légère, bonnement, pour les bêtes. Alors vous voyez que ce poème-là, tout en étant profondément lyrique, ne communique pas à la musique des poèmes précédents. D'ailleurs, il le dit. Quand il parle des arts, il dit, ils ne chantent pas. Ils font de l'ombre. Alors, ils sont simples. C'est la simplicité de l'âme de Saint-Denis Garneau qui nous est décrit ici. Et cette capacité d'être présent comme ça bonnement pour les gens. Soit des gens très intimes ou simplement assez bêtes. On parle des chevaux qui sont très nobles chez les animaux et les vaches qui sont des animaux évidemment très serviables puisqu'ils fournissent le lait, mais à la fois des animaux d'utilité relativement bêtes. Hein. C'est pas le parangon de l'intellectualité dans le monde animal, c'est certainement pas dans les bovidés, hein, chez les bovidés qu'on le retrouve. Alors, je vous relis ce poème et je vais vous demander d'être attentif aux adjectifs qu'il donne aux arbres parce qu'il se décrit lui-même en tant qu'homme. Et c'est encore un bonhomme, c'était un homme très svelte, Saint-Denis Garneau, un beau jeune homme, et il se décrit très bien ici dans sa jeunesse, svelte dans une tranquille élégance. Allons-y, les ormes. Dans les champs calmes parasols, svelte dans une tranquille élégance, les ormes sont seuls, ou par petites familles. Les ormes calmes font de l'ombre pour les vaches et les chevaux qui les entourent à midi. Ils ne parlent pas. Je ne les ai pas entendus chanter. Ils sont simples. Ils font de l'ombre légère, bonnement, pour les bêtes. Alors c'est extraordinaire, ce poème, comme il nous emmène de la profondeur. Alors on parle d'un arbre très texturé. Et là, on ne parle pas de la texture des écorces, de la force des troncs. On parle de tout ce que ça produit en termes de feuillage et comment ce feuillage-là, par pure bonté, svelte dans une tranquille élégance, fait de l'ombre bonnement pour des bêtes qui les entourent à midi. Et à midi, les bêtes recherchent de la fraîcheur. Évidemment, les climatiseurs n'existaient pas à l'époque de Saint-Denis Garneau, mais on sait qu'un arbre, facilement dans l'environnement, est l'équivalent de 5 à 6 climatiseurs de maison.
Alors, il y a une capacité d'absorption des rayons infrarouges du soleil par les arbres et de rafraîchissement. Alors, c'est ça. Ils font de l'ombre bonnement. Et c'est un poème qui est, au fond, un poème sur la bonté, sur la capacité d'être présent aux autres, même à travers le silence, et de les accepter invariablement, que ce soit des bêtes comme les vaches, ou, plus nobles, les chevaux, qui les entourent à midi. Beau voyage à travers le paysage intérieur du poète. Maintenant, il revient avec les saules, comme s'il n'en avait pas assez dit sur les saules, ces arbres qui sont près de l'eau. Et là, il va nous parler de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il va comparer les ruissellements dans les feuilles, les branches, les saules, à la visitation des oiseaux qui viennent, comme des trilles d'oiseaux-mouches, par exemple. Il va comparer les saules qui sont près des cours d'eau à ces cours d'eau eux-mêmes. Parce que le passage des branches des saules dans le vent équivaut au passage de l'onde, hein? Des rivières qui sont près des saules, des lacs. Et il va faire circuler le vent à travers le feuillage des ondes, des saules. Tout est ondulatoire, sans le mouvement du vent dans le feuillage des saules. Et il y a beaucoup, évidemment, de cette transparence et cette pureté. On va revenir sur l'analyse de ce poème-là. Saules. Les grands saules chantent, mêlés au ciel. Et leurs feuillages sont des eaux vives dans le ciel. Le vent tourne leurs feuilles d'argent dans la lumière. Et c'est rutilant et mobile, et cela flue comme des ondes. On dirait que les saules coulent dans le vent. Et c'est le vent qui coule en eux. C'est des remous dans le ciel bleu, autour des branches et des troncs. La brise chavire les feuilles, et la lumière saute autour, une féerie, avec 1000 reflets, comme des trilles d'oiseaux-mouches, comme elle danse sur les ruisseaux mobiles, avec tous ses diamants et tous ses sourires. Quel beau poème! Je vous le relis une deuxième fois, mais je ne l'analyse plus. À vous de faire l'analyse, c'est-à-dire de créer cette correspondance entre une correspondance assez poreuse, assez symbiotique, symbiose, avec votre propre paysage intérieur, les saules de votre paysage intérieur, et ceux de Saint-Denis-Garneau. Les grands saules chantent mêlés au ciel, et leurs feuillages sont des eaux vives dans le ciel. Le vent tourne leurs feuilles d'argent dans la lumière, et c'est rutilant et mobile, et cela flue comme des ondes. On dirait que les saules coulent dans le vent, et c'est le vent qui coule en eux. C'est des remous dans le ciel bleu, autour des branches et des troncs. La brise chavire leurs feuilles, et la lumière saute autour, une féerie, avec 1000 reflets, comme des trilles d'oiseaux-mouches, comme elle danse sur les ruisseaux mobiles, avec tous ses diamants et tous ses sourires. À travers cette rencontre du saule, il y a aussi l'apparition de la danse, qu'on croyait perdue. Dans le poème précédent, on avait une relation très utilitaire à ces arbres du paysage intérieur que sont les orbes. Il le spécifiait, ils ne parlent pas. Ils font de l'ombre bonnement. Alors là, si on ne parle, si on ne chante pas, on ne déclame rien, on n'est que présent avec beaucoup de générosité. Mais ici, les saules qui fluent comme des ondes, qui sont en mouvement, et quand on observe le mouvement des saules à travers le vent, et si on était attentif à chaque
petits mouvements, micro-mouvements de chaque feuille. Il y aurait des millions de mouvements par seconde. C'est un arbre qui est très mobile et qui flue comme des ondes. Alors, on a souvent une image des arbres comme étant quelque chose de très statique, qui ne bouge pas, qui est immuable. Alors que dans la classification des êtres vivants, il y a très peu d'êtres vivants qui font autant de mouvements par seconde que les arbres exposés au vent, à cause de la multiplicité des branches, des feuilles, de tout ce qu'il y a dans un arbre. Les arbres ne sont que mouvements. C'est une illusion de penser que les arbres sont immobiles. La seule chose qui est moins mobile, ce sont les troncs et les grosses branches. Mais même à ça, il y a une oscillation, parfois des troncs, des branches. Alors, il y a beaucoup de mobilité dans les arbres, et c'est ce que Saint-Denis Garneau vous exprime à travers les arbres de son paysage intérieur. Alors, peint à contre-jour maintenant. C'est le dernier poème qui vient enchasser comme un écrin ce voyage à travers le paysage intérieur et la vallée de la Jacques-Cartier en même temps, de ses esquisses en plein air. Alors, peint à contre-jour. Dans la lumière, leur feuillage est comme l'eau, des îles d'eau claire, sur le noir de l'épinette ombrée à contre-jour. Ils ruissellent, chaque aigrette est la touffe, une île d'eau claire au bout de chaque branche. Chaque aiguille, un reflet, un fil d'eau vive. Chaque aigrette ruisselle comme une petite source qui bouillonne, et s'écoule on ne sait où. Il ruisselle comme j'ai vu ce printemps ruisseler les saules, eux, l'arbre entier, pareillement argent, tout reflet, tout onde, toute fuite d'eau passage, comme du vent rendu visible et paraissant liquide, à travers une fenêtre magique. Oh boy! On arrive, je suis très très ému quand on arrive à la fin, parce que ce qui m'émeut dans ce poème-là, c'est particulièrement le dernier vers. Parce que l'artiste, au fil du passage de chaque portion de ce recueil-là, il vous explique le secret, la clé de voûte pour comprendre la série complète des esquisses en plein air. Il vous le dit, il a observé tout ça à travers quelques fenêtres magiques. Et on soupçonne que cette fenêtre magique, c'est celle de ses yeux, l'œil tout entier, comme l'âme du poète, comme aussi l'œil de l'artiste. Rappelez-vous qu'à travers cette fenêtre magique-là, il vient de vous confier tout le déroulement de son paysage intérieur à travers le regard très pur et cristallin qu'il porte avec ses yeux. Rappelez-vous le poème des sections précédentes qui disait « Ô mes yeux ce matin grands comme des rivières, ô l'onde de mes yeux prêts à tout refléter. Cette fraîcheur sous mes paupières extraordinaire, tout alentour des images que je vois. Comme le ruisseau rafraîchit l'île, et comme l'onde fluente entoure la baigneuse ensoleillée. » Alors ici, on vient vous expliquer que c'est ces mêmes yeux-là qui ont servi plutôt à vous établir le monde intime et profond du poète, qui vous servent ici. C'est une confidence qui a énormément de poids. Il vous fait une grande confiance à vous, lecteur, en vous disant, comme un enfant le dirait, parce que c'est très enfantin, infantile comme terme, à travers quelques fenêtres magiques. Il vous explique que le narrateur de ces poèmes-là, c'était peut-être aussi cet enfant. C'est un drôle d'enfant, c'est un oiseau. Il n'est plus là. Il s'agit de le voir venir, de le chercher quand il est là. C'est un oiseau, c'est un colimaçon. Rappelez-vous de ça. C'est cet enfant qui ne regarde que pour vous embrasser, autrement il ne sait pas quoi faire avec ses yeux. Il les tracasse comme un paysan sa casquette.
Il lui faut aller vers vous. Alors, c'est exactement cet enfant qui va vers vous, cette enfance intérieure, qui à travers le regard de l'homme, de l'adulte, qui regarde son paysage intérieur, et qui vous parle aussi des splendeurs incommensurables de la beauté de la vallée de la Jacques-Cartier. C'est ce créateur-là qui vous parle de lui à travers ça. Qu'est-ce qu'on a appris dans les Pains à contre-jour sur l'âme du poète, sur son regard intérieur? On a appris beaucoup de choses sur la pureté avec laquelle il aborde le réel. Et la fraîcheur que lui-même, en tant que jeune homme, parce que c'est pas un homme d'un âge très avancé, c'est le regard d'un jeune homme dans la vingtaine, il dit, des îles d'eau claire, incroyable. Et il reprend, pour chaque greffe et touffe d'aiguilles de pin, il dit, une île d'eau claire au bout de chaque branche, comme une petite source qui bouillonne et ne s'écoule, on ne sait tout, parce que ça s'écoule de l'extérieur à partir de l'onde des yeux jusqu'à l'intérieur du poème et à l'intérieur du poète. Il ruisselle comme j'ai vu ce printemps ruisseler les saules, eux l'arbre entier. Et là, il vous rappelle qu'il a contemplé les saules. Et il vous fait des références, il vous dit, ce que j'ai noté des saules, je l'ai fait ce printemps. C'est au printemps que j'ai fait mon observation des saules. Et il vous dit qu'il n'est plus au printemps en vous le disant, parce qu'il vous rappelle que c'est au printemps. Donc, entre la page saule et les Pains à contre-jour, il y a le passage dans le temps de toute une saison. La fin de la saison printanière et une partie de l'été. Et rien ne nous dit que l'observation des Pains à contre-jour n'est pas automnale, puisque les pins gardent leurs aiguilles, et parce qu'on nous parle aussi de fraîcheur. Et je vous rappelle que les bleus du ciel de la vallée de Jacques-Cartier, avec les tignasses des arbres, les cimes des arbres à contre-jour, c'est quelque chose de particulier. C'est une expérience de pureté et de contraste, quand il dit, sur le noir de l'épinette ombrée à contre-jour. Et quand on regarde la cime des arbres à contre-jour, eh bien, le jeu de la diffraction de la lumière dans les aiguilles de pin fait ces espèces de choses merveilleuses. Et oui, on vient de terminer ensemble toute une partie du recueil de Saint-Denis Garneau, dans les esquisses en plein air, et on vient de réaliser ensemble comment, pour nous les Québécois, les Québécoises, l'univers poétique de Saint-Denis Garneau, en décrivant le paysage, et cette espèce de relation silencieuse, mais à la fois musicale, poétique, harmonique, artistique. Cette relation au paysage, c'est aussi la nôtre. C'est notre façon, nous, les gens du Québec, d'aimer profondément notre nature. Il y a cette espèce de relation très intime de chaque Québécois et chaque Québécoise avec le paysage, même quand c'est un paysage urbain. J'ai observé les gens sur la rue et observé par belle journée d'été comment les gens vont regarder la cime d'un arbre, vont tourner la tête vers le chant d'un oiseau. Comment les gens envahissent les parcs l'été dans nos villes. Et comment beaucoup de Québécoises et de Québécois, particulièrement quand ils sont jeunes, s'adonnent à l'excursion, le camping, le canotage, le kayak, la randonnée pédestre, la découverte en forêt. C'est nous, ça. Et à travers l'œuvre de Saint-Denis Garneau, c'est nous. Mais c'est aussi l'itinéraire poétique de plusieurs poètes du Québec. Là, je pense à Monsieur Desrochers, entre autres, et à ses grands poèmes des cantons de l'Est. L'ombre de l'Orford, le père de Clémence. Comment
lui aussi nous parle de la nature du Québec. Avec intensité et avec un amour. Il y a une relation d'intimité entre chaque Québécois et Québécoise et la nature. Il y a cette relation d'intimité qui colle à notre âme. Et vous allez retrouver dans ce recueil-là, comme un immense reposoir, beaucoup de paix intérieure. C'est très vibrant. Je dirais que c'est l'équivalent d'une bonne tisane, cette section de poèmes-là, et d'une purification intérieure. Il y a beaucoup de pureté. Il y a de recherche de transparence, recherche de pureté, recherche d'émerveillement dans la description du paysage extérieur de la vallée de la Jacques-Cartier et du paysage intérieur de l'âme de l'artiste. Quand Saint-Denis Garneau vous parle de ses arbres, il parle de vos arbres à vous aussi. Et il vous rappelle la beauté incommensurable de votre paysage, du déroulement, du déploiement de votre paysage intérieur. Alors comment pour moi, en tant que Québécois, je ne peux pas être... Je suis sensible à ça. Je ne peux pas être insensible à une si grande beauté poétique, parce que c'est tellement nous autres. Les grands saules chantent, mêlés au ciel, et leurs feuillages sont des eaux vives dans le ciel. Le vent tourne leurs feuilles d'argent dans la lumière, et ses rutilants immobiles et s'affluent comme des ondes. On dirait que les saules coulent dans le vent, et c'est le vent qui coule en eux. C'est des remous dans le ciel bleu, autour des branches et les troncs. La brise chavire les feuilles et la lumière saute autour. Une féerie avec 1000 reflets, comme des trilles d'oiseaux-mouches, comme elle danse sur le ruisseau, mobile, avec tous ces diamants et tous ces sourires.